Bonsoir à tous. On s'accordait avec Corinne savoir qui gardait le statut d'hôte. Donc, bonsoir Eric. Ça. Ah, Bonsoir à tout le monde. ça. Bonsoir. Bonsoir. De Ah, vidéo. de te retrouver, Eric. Ça fait longtemps. Oui. C'est un moment, ouais. Oui, ça fait un mois, quoi. C'est un moment. Et je suis vraiment heureuse. Alors, Corinne est en coulisses, donc fait rentrer les personnes, vous a fait rentrer et continue à en faire rentrer. Je vous rappelle juste que on enregistre, alors si ça pose pas de problème aux participants là, du Zoom, c'est enregistré pour permettre d'envoyer le replay à beaucoup de personnes, de parents qui peuvent pas être avec nous ce soir, mais qui comptent vraiment sur nous pour leur envoyer. Mais c'est un principe de Zoom, c'est-à-dire que vous avez un fil écrit dans lequel vous pouvez intervenir, poser des questions. Alors généralement, on prend plutôt les questions dans le fil écrit parce qu'autrement, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, Eric, tu fais comme tu veux, hein. Si tu veux après prendre des questions, Non, non. c'est possible. Et vous dire aussi qu'on les prend généralement plutôt à la fin. On laisse Eric Ah, nous parler et ensuite on réagit, on répond aux questions que vous voudrez bien écrire dans le Zoom, dans le fil ou que je poserai à Eric. Donc voilà, et puis un autre petit mot aussi, on n'est pas en live sur les réseaux pour créer un peu plus d'intimité parce que quand on est en live sur les réseaux, à peu près tout le monde peut regarder, prendre ça en cours de route et je trouve que c'est assez beau d'être ce soir tous réunis pour partager pas que des mots, mais aussi beaucoup d'émotions généralement et beaucoup d'amour. Donc Eric, merci d'être avec nous. merci. Le thème qu'on a choisi ensemble pour la conférence de ce mois-ci, euh, qui, qui est venu d'expériences très concrètes qu'on en fait, c'est cette fameuse question, mais de quoi est-il mort? Parce qu'effectivement, quand on a perdu un être cher, un enfant, quelqu'un qui nous quitte beaucoup plus tôt que ce que la vie ou les attentes auraient pu laisser penser, la première question souvent que les personnes posent après avoir appris la mort prématurée de l'enfant ou du jeune, c'est: «Mais de quoi est-il mort?» Et moi, ça m'a frappée parce que depuis quelque temps, quand on partage sur, la page, Facebook, Instagram, bah, les hommages ou les témoignages que beaucoup de parents, écrivent à des dates importantes pour eux, que ce soit la date du décès ou la date de l'anniversaire, je ne précise, enfin, ou ils ne précisent pas toujours la cause du décès de leur enfant et ça, pour moi, c'est leur choix. C'est à eux de excusez-moi, une petite sirène. C'est J'espère que c'est pas trop désagréable et du coup, on ne précise pas forcément la cause du décès parce qu'on estime que c'est, aux parents ou aux proches de le dire ou pas de le dire et que ça enlève rien à l'injustice que cet enfant, parti, représente pour la plupart de nous. Et ben, des personnes que je ne connais pas, en message privé, m'écrivent pour me demander de quoi est mort l'enfant dont on parle sur la page. Et c'est ça qui m'a fait aussi me tourner vers Eric et lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes, et puis avec des relances, et puis dans les commentaires, et toujours, et pourquoi, et de quoi est-il mort? Comme si ça allait changer quelque chose de le savoir. Et donc on s'est posé cette question et je l'ai posée à Eric. Est-ce que le connaître la cause du décès
de l'enfant, du jeune ou de la personne qui nous a quittés prématurément change le vécu émotionnel et la représentation que l'on se fait de cette mort prématurée. Et l'autre chose aussi qu'on observe, c'est qu'évidemment, selon la cause du décès, ben, la réaction n'est pas la même. Et ça ajoute beaucoup de douleur parfois aux parents parce ils voient bien la réaction autour. Évidemment, si leur enfant est décédé d'un suicide, il y a quelque chose, il y a comme un silence, quelque chose un peu pesant qui fait que pour le parent, dire que son enfant est décédé d'un suicide, ça va être compliqué parce qu'il va devoir gérer aussi ça. Heu, on a l'impression aussi que quand c'est une maladie comme le cancer est malheureusement très largement répandue dans notre société, on a tous des proches qui sont décédés du cancer. Quand c'est le cancer, tout le monde va dire: «C'est terrible», mais il y a une sorte comme de communauté solidaire. «Ah oui, oui, quand même. Toi aussi tu es touché par le cancer». Donc ça aussi, c'est des choses qui font vraiment des différences après dans le vécu du deuil et c'est pour ça qu'Éric, je voulais t'en parler, je voulais que tu puisses nous éclairer sur ça, pour peut-être donner des clés aux personnes qui nous écoutent, parmi, lesquelles il y a beaucoup de parents, et que tu nous donnes quelques petites clés. Merci. Merci à toi. Euh, alors, c'est un thème, j'en conviens, très, je sais pas comment le dire. Même en psycho, on ose l'aborder. Quand je dis même en psycho, c'est à la fac ou dans les instances, parce que ça renvoie à des choses sociétales qui sont extrêmement dures et qui peuvent être très dures pour les proches et pour les gens qui sont endeuillés. Le, les causes d'un enfant ou d'un jeune changent-elles la perception que l'on a ou de la société qui se fait une perception? Notre société est une société qui, à bien des égards, et protège les corps, qui, à bien des égards, prend et fait attention à l'autre. Pour autant, il semblerait qu'il y ait des moments où elle soit dans l'incompréhension, où elle soit dans, dans quelque chose qui enlève toute logique, dans une sorte de moment glacé dans lequel personne ne peut dire des choses si ce n'est des bêtises. Et déjà, je voudrais vous dire que si je dis des bêtises, pardonnez-moi. Je vais essayer de pas en dire trop, mais je peux en dire, comme tout un chacun, et c'est un sujet qui est tellement délicat. C'est tellement délicat que de se poser la question de pourquoi c'est insupportable quand un enfant ou quand un jeune meurt. Alors, vous savez que ça fait une trentaine d'années que je travaille dans les hôpitaux cancéraux, en soins palliatifs, dans les deux maintenant. Enfin, avant aussi, mais au même endroit, maintenant c'est séparé. Et j'ai toujours remarqué, et ça m'a toujours fait bondir, quand je voyais qu'une personne, je sais pas, d'une soixantaine d'années, de 80 ans, décédée, et que finalement, c'est pas que c'était pas grave, c'est que on trouvait des raisons. La logique humaine disait, il ou elle a vécu, il y a des choses qui sont faites. Et que quand c'était un adolescent ou un jeune adulte, parce que nous, on s'occupe beaucoup des sarcomes, et au point rose, c'est encore plus des enfants, eh bien, là, ça devenait inadmissible. C'était tellement inadmissible que c'était pas pensable. Winnicott nous parle de la géification de la pensée. Alors, Winnicott, c'est un pédopsie qui est très connu pour ses travaux et pour dire aux mamans que finalement, il suffit d'être une mère suffisamment bonne, faut pas trop se prendre la tête pour élever un enfant.
Et quand un enfant décède, on est confronté à un caractère anormal, ça c'est notre société. Si vous regardez une chaîne mainstream ou même des chaînes web TV ou etc., à moins d'être avec des gens un peu bizarres, c'est pas normal. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un pour dire c'est injuste, au sens de la justice et non pas au sens de la justesse. Et en même temps, il y a quelque chose de amoral. Alors, il y a des choses immorales, la pédophilie et plein d'autres choses comme ça. Là, on va pas aborder ce sujet-là. Mais dans la mort d'un enfant, il y a quelque chose de amoral, c'est-à-dire d'une cessation d'une morale. Nous tous, lorsqu'on est né, et dans la société dans laquelle on a grandi, quelle que soit notre spiritualité, on a travaillé, on s'est créé, on a inventé avec d'autres une morale. Alors, cette morale, maintenant, c'est vrai qu'on n'en parle plus, on dit maintenant éthique, ça fait mieux. C'est le mot grec, parce que le latin, on l'aime moins. Mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, moi, je reviens à la morale, parce que la morale a à voir avec les mœurs, la morale a à voir avec le social, l'éthique a à voir avec la question. Qu'est-ce que c'est que ce bien que je veux pour l'autre? Ça, c'est éthique. Qu'est-ce que c'est que la mort d'un enfant pour nous, en tant que société? Ça, c'est éthique. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait à nous, en tant qu'individus? C'est une morale. Et nous autres, les êtres humains, vous le savez, enfin, j'espère, si vous ne le savez pas, vous allez vite, vite trouver que c'est vrai. On est des êtres d'attachement. On, on est mignon, on est ce qu'on est, et et c'est Nietzsche qui disait ça, et c'était très beau. Il disait, en fait, l'animal est attaché au piquet de l'instant, et l'être humain est un être de lointain. Et on est attaché à ce lointain. Et pour notre enfant, on a fait du lointain. Et ce qui va poser vraiment souci pour nous lorsque notre enfant va décéder, quel que soit son âge, mais plus quand il est petit ou jeune, c'est demain. Demain. Parce que on a tous rêvé et on a tous pensé, mais de manière très naturelle, que demain, le soleil allait se lever, comme ça qu'on dit, on sait très bien qu'il se lève plus quand même, mais on dit le soleil va se lever et puis une journée va commencer. Eh bien, la mort d'un enfant, c'est le début du cauchemar, c'est la dystopie. La dystopie, c'est au niveau social. Hein, il y a beaucoup de science-fiction qui montrent des mondes dystopiques, des mondes cauchemardesques. Et bien là, d'un coup, pour celui ou celle qui va vivre le décès de son enfant, eh bien, il va se retrouver nulle part ailleurs que dans un cauchemar. Alors souvent, on emploie le terme deuil dans un deuil. Mais le terme deuil, ça veut dire, ça vient du latin dol, ça vient de douleur. Et c'est pas assez fort. Alors, je dis pas ça parce qu'il y a beaucoup peut-être de parents qui m'écoutent. C'est que même quand on perd son épouse, son époux, son animal de compagnie, c'est une douleur qui est proche du trauma. Et peut-être vous allez m'en vouloir de faire des, des comparaisons entre mon enfant qui est mort, mon mari, mes parents ou autre chose, et mon animal de compagnie. Et j'aimerais vous amener sur les processus qui sont les mêmes, les similaires. Ce qui ne veut pas dire que la mort d'un enfant n'est pas ce qu'il y a de plus terrible au monde. Ce qui veut dire que la mort d'un enfant est le trauma le plus cru.
au sens de... C'est quelque chose qui... J'ai même pas de mots. C'est-à-dire que j'en ai fait pourtant hein, des petites études de philo, d'ethno, de psycho. Je cherche les mots, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, cette expérience qu'on dit existentielle, elle va amener l'être humain à une autre expérience que l'on dit essentielle. Et c'est ce chemin-là que j'aimerais tracer avec vous. Nous allons tous utiliser des stratégies mentales pour s'en sortir. Tous. Il y a, il y a un an, mon petit chihuahua est décédé. Je suis un homme qui côtoie la mort quasi journalièrement. Je vois des êtres humains décédés, jeunes, un chihuahua, pensez donc. Eh bien, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait penser que le, le jeune du doigt, de 60 ans presque, il n'avait pas tout saisi. Il n'avait pas tout saisi de ce qu'est la perte et l'arrachement. La perte et l'arrachement, c'est le vide. Le vide, c'est le début de la plus grande désorganisation qu'il puisse y avoir pour un être humain. Vous le savez, nous autres, les êtres humains, nous avons besoin d'organiser. On a besoin d'organiser notre physiologie. On mange, on va aux toilettes, on se lave, tout ça, c'est des choses physiologiques, on en a besoin. Sinon, il nous arrive des petits soucis. Des choses psychologiques. On a besoin, même si on est au temps des vacances, on a besoin d'être dans des sortes de rituels qu'on va reprocher d'ailleurs toujours aux autres. C'est-à-dire, on va reprocher à nos proches de nous mettre dans des rituels, mais en fait, ça nous rassure. Parce qu'un rituel, c'est quelque chose qui revient toujours de la même façon. Eh bien, le problème du- de la mort d'un enfant ou d'un jeune adulte, c'est que ça, c'est mis à mal. Il va y avoir une désorganisation cognitive. Alors, attention, je ne dis pas que les êtres humains qui ont perdu un enfant deviennent gaga, mais on peut repérer une désorganisation si profonde qu'elle est même cognitive. On verra plus tard que, par exemple, au niveau du temps, le temps de quelqu'un qui a perdu un enfant n'est plus du tout le même que le temps de quelqu'un qui n'a pas perdu d'enfant. Un désordre affectif, ça, il n'y a pas, même pas besoin de l'énoncer. Il y a un désordre dans le comportement social. J'ai jamais vu plus rebelle que les gens en deuil. Ils sont rebelles parce que, en fait, ils comprennent pas qu'on les comprend pas. Et le monde ne veut pas vous comprendre. On ne veut pas. On aimerait que, quand vous perdiez quelqu'un, si vous aviez la gentillesse de nous dire, ça va, nous, ça nous arrange. Et le problème, c'est que quand on a perdu un être aussi intime que son enfant, parce qu'en fait, il faut bien savoir que pourquoi on souffre plus quand c'est un enfant que quand c'est un non-enfant, c'est pour des raisons, bien évidemment, intimes, mais aussi des raisons sociales. À à l'hôpital, combien de fois n'ai-je entendu, il était si jeune, il avait encore toute sa vie devant lui. Et à chaque fois, comme je suis un casse-pied notoire, je leur disais, mais aux infirmières ou aux médecins, mais vous êtes Dieu, qui vous êtes pour savoir? Il me dit, je crois pas en Dieu. Je dis, là n'est pas la question. Que tu crois ou crois pas en Dieu, tu te mets en posture de Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi un enfant meurt. Je ne sais pas. Pourquoi il meurt d'une maladie? Pourquoi il meurt d'un accident? Pourquoi il meurt parce qu'il s'est suicidé? Je ne sais pas.
Je peux m'inventer des raisons en tant que psychologue. Je peux travailler les raisons avec la personne endeuillée. Parce qu'on verra un peu plus tard qu'il y a un moment où le sens du deuil est important. Le sens de la mort est important. Mais au niveau social, ce qui revient tout le temps, c'est mais il est mort de quoi? Et pour cette conférence, j'avais regardé plusieurs trucs sur les universités francophones et deux, trois trucs en anglais, mais plutôt francophones. Et je m'étais aperçu que, en fait, jamais personne, en tant que scientifique, entre guillemets, ne pose la question de quoi il est mort. Et on fait comme si tout le monde était mort de la même chose. Mais tout le monde sait au niveau clinique que c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Vous perdez un enfant d'un accident, c'est pas la même chose que perdre un enfant d'une longue maladie, pour reprendre les termes de notre société. C'est encore pas la même chose de perdre un enfant par suicide. C'est encore pas la même chose que de perdre un enfant qui va se dégrader lentement, cognitivement, par une atteinte qui est une atteinte cérébelleuse. Et donc, c'est extrêmement important, cette question, de quoi il est mort. Le souci, c'est que dans notre société, et là j'ai fait Google, histoire de m'amuser, de quoi est mort tel acteur, de quoi est mort monsieur un tel, madame un tel des derniers jours, de quoi est mort. Et le kiff, c'est de faire le buzz. Et je me suis dit, et si à l'intérieur de nous, comme le dit C.G. Jung, il existait l'ombre, et que l'ombre demande de quoi il est mort. Histoire, non pas d'être en empathie, mais histoire de se dire, est-ce que ça va m'arriver ou pas? Alors c'est terrible ce que je viens de dire, mais nous sommes des humains. Quand quelqu'un me dit, un tel est devenu fou, et que je suis plutôt sur une structure où je me dis, comme Jacques Lacan, quand t'es névrosé, quand t'es psychotique. On faut qu'il soit devenu fou. Mais si je suis sur d'autres modèles, je me dis, mais ça peut m'arriver à moi aussi. Je peux avoir une phobie d'un coup, ce qu'on appelle les phobies d'attention. C'est-à-dire, je me mets là, je suis en voiture, je me dis, tiens, je peux écraser ces deux personnes. Et là où je me rends compte que je suis pas fou, c'est que je vais me dire, ah, ça m'inquiète, j'ai peur. Ça, c'est le signe que ça va. Si ça m'inquiète pas, ça va pas. Mais lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous dites, malheureusement, ben voilà, Théo, Carla, ou quel autre enfant ou jeune adulte est mort, l'autre va peu ou prou à un moment dire, il est mort de quoi? Il est mort comment? Et en fait, c'est pas méchant, c'est juste presque l'inconscient à ciel ouvert. C'est que c'est tellement insupportable qu'il veut une raison pour se rassurer pour ses propres enfants. Lorsque je suis ailleurs qu'au Point Rose et on me pose la question de savoir est-ce est-ce que je suis des enfants qui sont décédés, ou etc. Alors je dis oui, oui, il y a des enfants qui décèdent d'un cancer, de choses comme ça. Et là, je vois la terreur dans la tête des gens. Il n'y a pas d'autre mot, la terreur. Et cette terreur, elle renvoie au fait qu'ils n'ont pas fait le travail. Ils peuvent pas, ils l'ont pas vécu, mais non seulement ils l'ont pas vécu, mais ils l'ont même pas pensé. C'est-à-dire que ce qui vient en premier, c'est le déni. C'est un peu comme quand quelqu'un vous annonce un deuil par téléphone, la première des choses que vous dites, c'est non, c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas pensable. Et quand c'est pensable, on est dans une merde noire.
quand je pense la mort d'un enfant, je- aucune logique ne tient. Même Hegel est estramassé, comme on dit dans le Sud. Bon, aucune logique ne tient. Alors pourtant, j'en ai visité des logiques. Et il y en a une qui peut-être, moi, me tient, mais qui peut-être ne vous tient pas, vous. Mais je vais la partager, si ça vous plaît pas, vous pouvez m'envoyer des tomates, je suis en visio, tout va bien. C'est que la vie, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice dans la vie. On peut faire ce qu'on veut, on peut voter qui on veut, il n'y a pas de justice. Il n'y en aura jamais. Par contre, il y a peut-être une justesse. Mais qu'est-ce qui fait que je peux dire qu'un enfant meurt, c'est juste au sens de la justesse? Eh bien, ça veut dire que j'ai fait un chemin extrêmement long pour rendre compte de ça. Le premier de chemin que j'ai fait, c'est de supporter le choc et le déni. Le premier, c'est le choc. Ce qu'on a dit, la désorganisation cognitive, émotionnelle, physiologique. Et puis le déni qui vient en protection de ce choc. L'endeuillé, vous le savez, c'est quelqu'un de chiant. Non? Vous n'êtes pas senti chiant? Ben, je peux vous le dire. Vous l'êtes. C'est comme le dépressif. On le fuit. Des fois, qui nous collerait sa maladie, le con. Quelqu'un qui est endeuillé, on se tire. Sauf si on a du cœur. Le gros souci dans notre monde moderne, c'est qu'on n'a pas envie d'avoir du cœur. On n'a pas le temps. Là, c'est les vacances. Moi, je parte en Corse. Là, c'est parce que je vois Nathalie, je parle de la Corse, mais ou, ou, ou moi, il faut que je fasse ceci, cela, etc. J'ai pas le temps. Alors, je suis désolé pour toi, hein. On va faire comme les Américains, le DSM-5, le deuil devient pathologique après 15 jours. 15 jours. En France, c'est 1 an et demi quand même. Mais il faut être con. Celui qui fait le deuil d'un enfant à 1 an et demi, c'est Zeus. Je vois pas. Déjà même Fifi, un petit chihuahua, j'ai mis du temps. Et je suis pas là en train de comparer une vie avec une vie. Je suis en train de comparer les investissements. Un enfant, on a projeté en lui tellement de vie. On a mis en lui tellement de désirs. On a mis en lui tellement d'amour que lorsque on se réveille et que l'autre est parti, il ne reste plus que l'irréalité et le cauchemar. Alors peut-être, pour ceux qui l'ont vécu, malheureusement, vous vous souvenez de ce moment où, et après, c'est comme gelé. C'est-à-dire que même l'appareil à penser les pensées ne pense plus de pensée. Ou du moins, ça devient chaotique, ça devient mortifère. Et ce cauchemar, c'est une phase de sidération, vraiment de sidération. Pas la petite sidération quand je vois les informations de TF1 ou d'Antenne 2, c'est la sidération. Et dans cette sidération, il y a l'engourdissement de mes émotions. Elles sont temporairement gelées. Parce que l'être humain, c'est une petite merveille organique. Quand c'est trop, c'est trop. Le cerveau envoie ce qu'il faut pour engourdir. Le souci, c'est que ça ne tient qu'un temps. Et vous le savez, peut-être vous êtes à votre deuxième année de deuil, ou trois.
Et j'allais dire, c'est presque pire que la première année. Parce que la première année, ou quand ça arrive, on a un étayage, qui est un étayage pourri, mais c'est un étayage. L'étayage des affaires, l'étayage de que faire, l'étayage de la famille qui sans arrêt nous pose des questions et nous embête, alors qu'on les aime, hein, ça n'enlève rien au fait d'aimer quelqu'un. Et quand le temps passe, c'est presque comme si le monde nous disait, ça va. Et c'est comme si nous, on disait, non, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Lorsqu'on prend conscience de la réalité de la perte, c'est comme un tsunami émotionnel. Une chose que je fais quand je vais dans une chambre et que quelqu'un vient de décéder, que j'ai suivi, c'est de me confronter à ça. Je sais que toute ma cervelle va faire en sorte que je puisse ne pas ressentir d'émotion. Alors j'attends jusqu'au moment où quelque chose du souvenir de l'autre vient s'imprimer sur ce moment où il n'y a plus rien. Et je laisse ma capacité de rêverie. Et dans ma capacité de rêverie, je trouve une paix, une vraie paix. Je suis pas moins triste, hein, mais je suis en paix. Je suis en paix parce que j'en ai terminé des promesses de l'esprit. Et là, quand je dis l'esprit, je sous-entends le mental, je sous-entends le moi, je sous-entends l'appareil à penser, qui n'arrête pas de bavarder, qui veut des raisons à toute chose, qui veut que ceci soit cela et que cela serve à cela. Lorsqu'on perd un enfant ou un être cher, des fois on a eu envie d'aller voir quelqu'un qui nous dise si ça va bien là. Vous l'avez fait? On va voir un médium, une cartomancienne, un cartomancier. On essaye tous les trucs. Et j'allais vous dire, c'est bien de le faire. Qu'importe si ça dit des choses ou pas. L'important, c'est que quelque chose à l'intérieur de vous se mette en action. Parce que quand ça se met en action, ça donne la possibilité de. Et si le monde que nous connaissons, le monde qui s'est construit sur une certaine éthique, une certaine morale, qui se veut chrétienne, qui vient du monde de la religion juive, qui partage ça avec d'autres religions, et si, et si tout ça c'était une construction humaine, et si tout ça c'était juste fait pour qu'un moment de poudre aux yeux nous permette de tenir debout. C'est important de tenir debout. Et on a le droit de poudre aux yeux. On a le droit de s'illusionner. Pour cela, je ne dis pas que les médiums nous disent des bêtises. Il y en a des très bons, comme il y en a des très cons. Comme chez les psys d'ailleurs. Et simplement qu'on réfléchisse à la démarche que l'on utilise. Qu'est-ce qui fait que, ayant prêché pendant des années qu'on était des êtres rationnels, en disant la grosse bêtise, je suis cartésien, c'est une grosse bêtise que Descartes croyait en Dieu, complètement con. Et d'un coup, on se dit, bah, on va quand même aller voir Madame Irma. On ne sait jamais. Eh bien, ça veut dire que toutes les défenses ont cédé. Et un peu comme un château fort, ben, il n'y a plus de château fort. Il n'y a plus de pont-levis, plus rien. Et donc, on se dit, allons-y. Et pourquoi pas? C'est le début de la quête de sens.
Mais de quoi il est mort? Il s'est suicidé. Il y a une quête de sens aussi. La maman, le papa, le frère, la sœur, l'ami, on se posait la question de qu'est-ce que je faisais pour qu'il meure? Pourquoi je ne l'ai pas aidé? Mais tout ça, c'est de la bouillasse mentale, on est d'accord, ça n'existe pas. Quand votre enfant est décédé d'un cancer, la bouillasse mentale est là. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû accepter leur truc. Et puis un peu de colère envers l'équipe médicale. Un peu, je suis gentil. Un peu de colère envers un tel, un tel, un tel, un tel. Et puis ça passe. Et puis cette énergie-là, cette colère-là, comment je vais la transformer en autre chose? Comment ce point dressé peut devenir une main pour l'autre ouverte? Eh bien, bien souvent, c'est des gens comme les médiums, comme des gens bizarres, qui vont nous permettre ça. Quoi qu'ils nous disent. Après, ça appartient à notre monde interne. C'est qu'en fait, on a franchi une barrière. On a cessé de dire, il y a dehors et il y a dedans. On a cessé de dire, il y a l'autre, il y a moi. On se dit, peut-être qu'il y a nous. Peut-être qu'il y a nous, juste nous. Est-ce que j'ai assez d'amour pour ça? Ce qui m'a toujours étonné, c'est l'amour que nous avons pour nos défunts. Ah, ils étaient chiants des fois, non? Vous vous rappelez de votre enfant qui était casse-pied? Tes casse-pieds n'étaient pas toujours sympas. Il voulait pas manger. Il voulait jouer à la vidéo. Il s'en foutait. Voire même, des fois, il vous disait, maman, papa, pff, qu'importe demain, vivons aujourd'hui. Et là, vous vous dites, putain, mais pourquoi je l'ai engueulé? Mais tout ça, c'est de la bouillasse mentale. Si vous arrivez à faire de la paix à l'intérieur de vous, c'est-à-dire juste à ne pas écouter cette bouillasse et à vous dire, c'était beau ce que j'ai vécu. Parce que même quand on n'est pas d'accord, c'est beau. Parce que nous sommes parents et nous sommes en charge d'éducation. Donc à un moment, il faut bien dire non. Et puis, il n'y a pas de manuel de l'éducation parfaite. Ou s'il y en a un, il faut le jeter, hein. Et là commence ce que les Canadiens appellent l'échange des pardons. C'est les Canadiens, on les excuse. Non, je les aime beaucoup, mais je trouvais ça étrange, moi, l'échange des pardons. Et oui, parce que si ça va dans un sens, ça doit aller dans l'autre. Votre enfant qui est décédé, il est où? Qu'est-ce qui peut bien glander? Alors vous pouvez me répondre, comme au XXe siècle, voire au XIXe, il est mort, il n'y a plus rien. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Parce que c'est faux maintenant, neurologiquement. C'est faux, ça serait même une injure faite à la matière. Ça serait faire comme si la matière était bête, non intelligente. Ça serait faire comme si notre monde matériel était un monde, comme disaient les Grecs, une sorte de prison, soma, pour le corps, soma. Et si la matière était intelligente? Vous allez me dire, mais il est con celui-là. Mon fils ou ma fille est morte. Il n'est plus matériel, mais il l'a été. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe?
qui se passe quand je meurs d'un accident de voiture? Qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai un jeune patient au cabinet qu'il était venu me voir à 16 ans pour essayer de régler des petits soucis avec sa historiquette. Et il est décédé à 18 ans d'un accident de voiture. Et ça faisait un mois qu'il avait le permis. Je suis plus Eric, je suis lui. Qu'est-ce qui se passe quand la voiture frappe? Quand les tôles, ça fait un bruit fracassant, ben, on sait que le cerveau, il va anesthésier tout ça. On va ressentir un gros aïe et puis plus rien. Vous le savez, toutes les personnes qui ont eu un accident nous racontent des choses similaires. Mais lui, pour lui, il n'y aura pas de retour à la vie matérielle. Il a disparu, il n'existe plus. Alors oui, il n'existe plus. Oui, au sens de exister, c'est-à-dire prendre sa substance de. Mais est-ce qu'il n'est plus? Eh bien, même Sartre ne serait pas d'accord avec vous. Sartre nous dit que de l'être et du néant, le néant vient de l'être, et non pas le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une primauté à l'être. Et sur toute vie, il y a toujours une primauté à l'être. Vous demandez à n'importe quelle personne qui fait maintenant des jardins un peu intelligents, c'est-à-dire ce qu'on appelle la permaculture, ou des personnes qui se mettent à penser autrement qu'au XIXe siècle, eh bien, non. Même Anaxagore, que M. Lavoisier a repris, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il est où? Eh bien, lorsque ce jeune homme est mort, je vous promets que j'étais très touché. Je l'aimais beaucoup. J'aime beaucoup mes patients. Sinon, je ne les appelle pas mes patients d'ailleurs dans ma tête. Et j'étais très, très triste. Surtout que c'est sa maman qui m'a annoncé. Et elle m'a demandé si elle pouvait me voir. J'ai dit oui. Et lorsqu'elle est venue au cabinet, elle était effondrée, cette dame. Et j'avais un peu de larmes qui coulaient aux yeux, parce que je ne suis pas un psy frigidaire ou iphonique. Et elle me dit, où vous croyez qu'il est? J'ai dit, je ne crois en rien, mais il est là. Il est là, juste là. Parlez-lui. Parlez-lui, vraiment. Elle lui a parlé. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je dis, je vous écoute. Il me dit, ça va. Et on a fait beaucoup de séances comme ça. Et à chaque fois, elle voulait me payer. Et à chaque fois, je lui disais, mais c'est pas vous, ma patiente, c'est lui. Il me payera. Ce qui était intéressant avec cette dame, c'était qu'elle était comme nous. Elle n'avait pas fait des trucs particuliers dans sa vie. Elle n'était pas ni chamane, ni grand bouddhiste, ni petite chrétienne, ni normale. Eh bien, en cheminant avec lui, un jour, elle m'a dit, peut-être qu'il faut que je lui laisse partir. Je lui dis, pourquoi vous croyez qu'il est encore là? On a ri. En fait, dans les temps anciens, on avait 40 jours pour se tirer. Dans l'Église catholique, chez les bouddhistes aussi, et dans d'autres spiritualités aussi, on s'est dit, il faut bien 40 jours pour comprendre qu'on est mort. Parce que c'est peut-être pas si évident que ça de comprendre qu'on est mort. Vous imaginez?
Vous êtes là, tranquille, vous, hein, pas vos enfants, vous. Vous êtes là, tranquille, et vous êtes au bord de la piscine ou au bord de la mer, et d'un coup, une attaque cardiaque ou un AVC majeur, et allez, une minute, vous êtes morte. Vous allez réaliser, qu'est-ce que ça va faire en vous? Qu'est-ce que ça a fait en lui ou en elle? C'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant de savoir de quoi il est mort pour me protéger de la mort d'un de mes proches, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'il va en faire. Bon, Carla Marie, par exemple, c'est quelqu'un qui est très entreprenant, indécès. Elle nous crée des trucs pas possibles, on se retrouve avec le point rose, enfin des trucs pas possibles. Et tous ceux qui nous ont quittés sont comme Carla Marie. Certains veulent juste faire des petits trucs, d'autres des trucs un peu plus gros, d'autres des... Il n'y a pas d'échelle. Ça, c'est les humains qui mettent des échelles. Les humains qui ont peur. La perte, c'est ni plus ni moins que la vraie trouvaille. Alors, je, je vais me servir d'un poète, je vais me cacher derrière un poète qui s'appelle Christian Bobin. Tu m'as tout donné, la joie, le bonheur, la vie. Tu m'as tout donné. Mais plus que tout, tu m'as donné le manque. Depuis, les fenêtres ont explosé et le vent passe. Je suis à tout vent. J'ai le cœur à toute saison. Tu m'as donné le manque. Rien n'est plus beau. Il fallait être un poète pour dire des trucs pareils. Aucun scientifique n'est capable de vous dire un truc comme ça. Mais c'est un truc que je trouve extrêmement vrai dans ce qu'on vit. Et 10 ans après, on peut pleurer encore de la mort d'un des nôtres. Pourquoi le deuil serait temporalisé? Ça, c'est un truc de psychiatre, ça. J'aime bien les psychologues qui nous disent, on peut parler ou entendre parler de celui qui est parti, un enfant, un adolescent, un jeune adulte, sans être déstabilisé ni troublé émotionnellement. Ça, c'est le terme du deuil. Des fois, j'ai l'impression qu'on est vraiment con. Je me mets dedans. On est toujours déstabilisé. Mais on peut avoir des larmes de joie. On peut avoir des larmes et des fois le cœur qui se serre, mais parce que c'est bon, parce qu'on a envie de ça. Vous avez déjà écouté, je suppose, Eagle, Hotel California. Pour les plus jeunes, je suis désolé, je suis un peu vieux maintenant. On va essayer de trouver un truc. Mais parce que ça fait du bien. En fait, de quoi est-il mort? C'est le début du grand voyage. Alors, le grand voyage, c'est pas comme l'avait pensé Freud. Freud y pensait encore le monde à l'aune de la thermodynamique. C'est-à-dire que pour lui, il fallait avancer logiquement et trouver des raisons. Et je pense que c'est pas le bon filon. Je pense que le bon filon, c'est de voir qu'est-ce que ça fait en vous, corporellement, charnellement. Qu'est-ce que ça éveille en vous que d'aller au cimetière? Qu'est-ce que ça éveille en vous que d'aller là où l'autre aimait aller?
qu'est-ce que ça fait de vivre votre deuil, vous, sans personne d'autre qui puisse avoir le droit ou la légitimité de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a 30 ans, quand quelqu'un mourait, on disait à la fac qu'il fallait surtout dire à la famille de ne pas faire une sorte de, si c'était un jeune, une sorte de chambre mortuaire, vous savez? Donc on conseillait aux parents, etc., de tout changer dans la maison. Et si vous, ça passait par le contraire, si vous, vous aviez besoin de conserver des choses, si vous, la photo, le lit, les jouets, ou peut-être les habits, sont des choses que vous ne pouvez pas vous en séparer. Prenez le temps, prenez le temps, tout le temps. N'écoutez pas les conseils qui viennent de l'extérieur. Respectez votre propre rythme, votre respiration. N'ayez plus peur. Ce qui vous arrive dans la vie, c'est ce qui vous fait travailler un truc que tout le monde a à l'intérieur de lui, la peur. Quand quelqu'un vous dit de quoi il est mort, vous demande, pardon, de quoi il est mort, il essaye de faire une relation faustienne avec sa peur. Il essaye de faire un contrat avec sa peur. Si vous êtes assez en forme, ne lui en voulez pas. Si vous n'êtes pas en forme, envoyez-le chier. C'est pas grave. C'est-à-dire que les êtres humains que vous allez côtoyer vont tenter d'absorber ce que vous avez vécu pour se dire, ben, si moi je le vis, je pourrais tenir. Vous savez que c'est faux. Ça n'existe pas. Moi, j'ai 30 ans de palliatif derrière moi. J'ai des études, quelques-unes. Quand quelqu'un meurt, je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Sauf que j'ai appris une chose. J'ai appris à rêver. J'ai appris à ne plus croire à mon appareil à penser. Je sais qu'il va me dire des bêtises. Je vais oser aller à contre-courant pour vivre pleinement mes émotions. Si quelqu'un meurt et que je ne comprends pas, je vais aller. Imaginons que votre, votre enfant, votre jeune adulte, sa passion, c'était, je sais pas moi, quelque chose qu'on va appeler X. Allez voir X, découvrez X, confrontez-vous à X. Si cela peut vous faire comprendre ce que l'autre ressent. Parce que nous, les humains, nous sommes des êtres d'attachement. Et des fois, on est attaché par les pieds. Et le but du jeu, c'est d'être attaché par le cœur. Et quand on est attaché par le cœur, on n'a plus peur de manquer. Quand on est réellement attaché avec le cœur, vraiment, au fond, au fond, au fond, ça va. Même s'il y a un pincement, parce qu'on est humain, il y aura toujours un pincement. Ne cherchez même pas à l'enlever, il sera tout le temps là. Tout le temps. Il y aura toujours cette larme, tout le temps. Et après, où est le problème? Ce que j'aime dans les évangiles chrétiens, même si on sait qu'ils ne sont pas historiques, qu'importe, mais ce que j'aime dans les évangiles chrétiens,
c'est qu'à un moment, Jésus, il nous en coule une de larmes. Il n'est pas un monolithe comme on a voulu en faire. Il n'est pas une statue. Il est un être humain, investi de quelque divinité, certes, mais il est un être humain. Pareil pour Bouddha. Un jour, une dame va voir l'éveillé et lui dit, j'aimerais ne plus souffrir, je veux plus souffrir. Et l'éveillé, un peu durement, lui dit, va dans tout le pays, chercher quelqu'un qui ne souffre pas et reviens me le dire. Elle revient 10 ans après, dit la petite histoire, et elle dit, ô bhikkhu, ô moine, ô bienheureux, j'ai cherché dans tout le pays, je n'ai trouvé personne. Notre condition d'humain, c'est une condition qui est merveilleusement difficile. Je sais parce que je participe moi aussi à des web TV où les gens ils pensent que on va devenir des anges, etc. Oui, bien sûr, dans des milliers d'années. Pour l'instant, je suis là. Et là, quand quelqu'un meurt, l'ombre en moi me dit, de quoi est-il mort? Il y a un monsieur de télévision qui était tout en noir, qui est mort il n'y a pas longtemps. Il était très connu. Et la première des choses qu'ont fait les journalistes, c'est de quoi est-il mort? Il avait 76 ans. Ouf, c'est un vieux. Il est mort d'un cancer du foie. Ah, il buvait beaucoup. Ah, ouf, je bois pas. On est des petits animaux terrifiants. Je suis méchant avec des animaux en disant ça. On est des petits monstres. On veut savoir de quoi l'autre est mort pour se dire, moi ça va. Hum. Ce qui m'éclate dans mon métier, c'est quand je rencontre quelqu'un, je suis un vrai salaud, mais ça fait rien, je vous le dis quand même, alors maintenant je fais du sport à cause de quelqu'un qu'on connaît tous, avant j'en sais pas, et qui me disait, ah, j'ai fait du sport toute ma vie, j'ai mangé 5 fruits et légumes par jour, je bois pas, je fume pas, j'ai un cancer. Et j'avais presque envie de dire, tiens, comme on dit à Marseille, on ne peut pas maîtriser la vie, on ne peut pas. Alors j'ai appris que faire du sport fait du bien. Maintenant j'en fais, je fais du rameur, tout. Et ça me fait énormément de bien. Mais je ne fais pas du sport pour éviter la maladie. Je ne suis pas végane, puisque je ne mange pas de viande, pour éviter de tomber malade. Je suis végane parce que j'arrive pas à tuer les animaux, moi, j'y arrive plus. J'arrive plus, je peux plus. Quand je vois le regard d'un animal, quel qu'il soit, même d'une tarente, je me dis, je peux pas la tuer, pas possible. Le moustique, oui, hein, vous inquiétez pas. Je suis là, je peux. Mais tout ça, c'est nos évolutions de vie. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit devenir vegan, que tout le monde... Ça, c'est mon petit chemin à moi, de petit Dudu. Il y en a qui prendront d'autres chemins. Et pourquoi pas? Rappelez-vous que toutes vos émotions sont légitimes. Toutes. Quand quelqu'un vous agace, dites-lui qu'il vous agace. Des fois, c'est délicat, hein, en famille. Mais on peut tenter le coup. Une fois, j'ai tenté le coup. J'ai dit à quelqu'un, et on était une grande attablée, en famille, et j'ai dit, tu sais, toi, t'es réellement un con au sens psychanalytique du terme. Ça a jeté un froid. Je referai plus. Mais ça m'a fait un bien fou.
De quoi est-il mort? Quand quelqu'un vous pose cette question, c'est qu'il a peur. Faites-lui un câlin. Si c'est pas possible, partez. Vous savez, toutes vos émotions peuvent être exprimées. Mais contrairement à ce que disent les psychanalystes, pas forcément par la parole. Vous pouvez les exprimer par autre chose. Alors là, je prêche pas pour ma paroisse, mais tant pis. Il y a plein d'autres choses où vous pouvez exprimer vos émotions. Par la créativité, par tous les arts, par la nature, par le sport. Pas. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les citer. Je suis sûr que vous avez entendu, ne t'en fais pas, ça va passer. Non? Ils n'ont pas osé? Si, ça passera jamais. L'intensité va varier, mais ça passera pas. Une chose qui me plaît dans ce type d'il y a 2000 ans, c'est que quand Yohanan, Jean le Baptiste, est mort, il n'a pas fait le dieu grec. Il n'a pas dit, mon père va le recevoir dans le palais, tout va bien. Il a pris un temps pour se rassembler lui-même, un temps pour éprouver quelque chose de l'ordre de la perte, un temps pour dire à son cousin, on se reverra ailleurs, sous d'autres formes. En attendant, je manque. En attendant, c'est terrible. Parce que c'est terrible. Vous savez comment est mort Jean le Baptiste? On lui a coupé la tête. C'est embêtant. Et pour vous, c'est un personnage historique, Jean le Baptiste. Pour moi aussi. Mais si on regarde l'âge, c'est un jeune adulte. Ouais. Mm. Guillaume, euh, celui qu'on appelle Sikander, celui qui a conquéri la moitié du monde connu de l'époque, il avait 19 ans. Notre société va nous donner des critères, mais il y a d'autres sociétés dans le monde. Combien de fois n'ai-je pas été en Afrique où l'amour et la mort d'un enfant ne se distribuent pas comme chez nous? Ça ne veut pas dire que eux ont raison et nous tort ou le contraire. Ça veut juste dire que c'est différent. Mais quoi qu'il en soit, quand vraiment je parle avec une maman qui a perdu un enfant, sa culture va lui dire, on en perd des enfants. Mais lorsque je rentre dans son intimité, elle connaît son prénom et elle ne l'oublie jamais. Par contre, elle ne va pas le vivre comme nous. Elle va le vivre avec sa culture. Vous êtes aperçu que toutes les personnes qui vous ont donné un conseil, vous avez eu envie de les brûler. N'en donnez pas. Ne donnez jamais de conseils. Proposez des pistes. Mais si quelqu'un ne prend pas la piste que vous avez proposée, c'est peut-être parce qu'il est plus créatif que vous. Suivez-le. Il peut nous dire des choses qu'on n'a pas découvertes. Et ça, c'est beau. Écouter quelqu'un, ce n'est pas être en attention de tout ce qu'il dit.
Au début, où j'étais jeune psychologue, je pensais qu'il fallait que je retienne tout. Putain, à chaque entretien, je sortais de là, au bout de trois quarts d'heure, une demi-heure, j'étais épuisé. Jusqu'à un jour où mon superviseur m'a dit, mais t'es pas un peu fada? T'es pas un peu fou? Écoute-les comme un rêve. J'ai dit, mais c'est pas respectueux. Il m'a dit, c'est très respectueux. Si tu écoutes la personne dans tout ce qu'elle dit, va venir le jugement, il va venir la raison. Si tu l'écoutes comme un rêve, il ne viendra que la petite histoire. Et de cette petite histoire, tu pourras en créer une autre. Et à partir de là, je me suis saisi de ça. Et depuis, je n'écoute plus personne comme une machine. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, je suis saisi d'un mot, ou de deux, ou de trois, ou de quatre. Et là, il y a des choses qui changent. Et quand ces choses changent, alors je me rends compte que il est normal qu'un être humain me dise de quoi il est mort. Et je cesse d'être agacé. Parce que le signe de mon agacement, c'est le signe de je t'en veux me poser la question, alors que c'est une défense. Il a juste peur. Un jour, on n'aura plus besoin d'avoir peur, parce qu'on va comprendre ce qu'est la mort. Je vous souhaite de comprendre un jour ce qu'est la mort, pas l'acte de mourir. Ça renvoie à peu près ce que c'est. On demande à un biologiste, il nous le dit. La mort, l'état de mort. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question, de quoi est-il vivant? Non. Ça veut dire que la personne qui pose la question vous demande l'acte qui a supprimé la vie biologique. Mais vous pouvez l'attirer, cette personne, en lui disant, il y a une vie peut-être plus importante que la vie biologique. Et là, il va vous dire, mais c'est n'importe quoi. Vous lui dites, oui, c'est vrai. Et après, je manquerai toujours de la vie biologique, car mon enfance, c'est une odeur. Mon enfance, c'est un toucher. Mon enfance, c'est plein de choses. Et si vous êtes sage à l'intérieur de vous, c'est-à-dire sans trop de bouillonnement mental, vous allez voir qu'il va venir en rêve un jour vous parler. Et si c'est pas en rêve, ce sera lors d'une rêverie. Si c'est pas lors d'une rêverie, ce sera à l'intermédiaire d'un autre. Soyez attentifs, aimants. Ce que vous considérez comme une barrière très stricte entre la vie et la mort, c'était juste notre ignorance. Nous ne savions pas. On ne savait même pas comment fonctionnait notre cerveau et on vient de découvrir juste un petit peu comment il fonctionne. On vient juste de découvrir, mais il n'y a pas longtemps, hein, co- comment ça se passe dans la biologie lorsqu'on est malade. On vient juste de découvrir des petites choses comme ça. Il faut qu'on arrête de croire qu'on sache. On ne sait pas tout. Et on est loin de savoir qu'est-ce qui régit la vie et qu'est-ce qui régit la mort. Et en tout cas, si vous avez perdu un être cher comme votre enfant, d'une façon ou d'une autre, c'est que la source, la vie, vous l'appelez comme vous voulez, la conscience, avec vous, a pris conscience que vous pouviez le vivre. Alors oui, c'est terrible,
On demande beaucoup à ceux qui peuvent beaucoup. Beaucoup. On demande peu à ceux qui ne peuvent pas. C'est pas grave, il n'y a pas de... Mais en tout cas, à vous, on vous a demandé quelque chose de terrifiant pour notre monde. Terrifiant. Et vous êtes toujours là. Vous avez trouvé votre chemin de résilience. Alors, je ne parle pas de la résilience américaine, hein, c'est-à-dire tout le monde est résilient. Je parle de celle vraiment de ser unique. C'est-à-dire le fait de trouver un chemin avec votre souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de souffrance. Il y aura de la souffrance. Il n'est pas là. On ne va pas se mentir. Mais je peux vivre. Je peux partager. Je peux donner. Je peux offrir. Je peux être au monde. Et en fait, je peux le faire vivre. J'aime à penser, comme les Indiens au sens hindou, qu'il existe 188 millions de Purushas, 188 millions de mondes. Je me dis, ben, ceux que j'aime, ils ont dû se casser dans un de ces mondes. À moi de trouver la clé pour y aller. Mais ça, c'est Eric. Moi, il faut que je le transforme en jeu. Vous l'écrivez comme vous voulez, jeu. Et quand j'ai trouvé le jeu, généralement, je suis assez content de ce qui se passe. Nous autres, les êtres humains, on a une tunique, mais une tunique particulière. Une tunique, comme disait Wittgenstein, qui est au sens de l'être et que l'on a au sens de l'avoir. Ça s'appelle notre corps. Une tunique, c'est une tunique, avec toute la beauté que doit avoir une tunique, toute la grandeur que doit avoir une tunique. Et je fais exprès de dire le mot tunique et pas costume. Celui que vous aimez, celle que vous aimez. On n'a plus, on n'a plus ce qui nous permet de se rencontrer ici. Ça, il n'y a plus. Mais ça ne veut pas dire que ça est mort, au sens où il n'y a plus rien. Je ne voudrais pas prendre tout l'espace. Peut-être qu'il y a des questions, je ne sais pas. Alors oui, merci Eric. Et on a une question à laquelle tu as déjà partiellement répondu. Alors je ne sais pas si tu veux que je te la lise ou si tu veux la lire dans le fil. C'est Zora qui demande comment transformer cette question, puisque j'ai bien aimé de la transformer en de quoi il est, comment tu as dit, de quoi transformer la question de quoi il est-il vivant Hmm. et, et puis tu nous as dit ben, soit on prend l'autre dans ses bras et on essaie de le rassurer parce qu'on sent bien, on a bien compris que ce qui le motive, c'est la peur. Soit on n'y arrive pas parce que c'est trop dur ou parce que on est à cran soi-même et on n'a pas du tout envie et on l'évite. Et Zora demande comment transformer cette question dévastatrice en une occasion d'ouvrir un vrai dialogue sur le deuil. Comment faire évoluer notre environnement pour que la mort d'un enfant ne soit pas réduite à sa cause, mais à son histoire, sa vie, sa trace dans ce monde. C'était avant que tu nous dises ça, donc c'est pour ça que tu as partiellement répondu, mais justement, est-ce que à travers ces attitudes, on peut imaginer qu'on arrive à faire évoluer nos proches ou nos moins proches
Est-ce que, comme tu dis, souvent, les parents qui ont perdu des enfants sont ces éveillés, au milieu des dormeurs et que quelque part, il faut qu'ils tiennent un peu ce poste parce que même si ça met du temps et même si ça ne touche que une ou 2 personnes, mais peut-être que ces 2 personnes qui peuvent changer de regard, c'est elles qui vont, changer beaucoup de choses. Quel est ton avis sur ça? Qu'est-ce que tu peux répondre à Zora? Ben, Zora, je connais un peu ton histoire, donc je pense comprendre que on peut pas réduire un être humain à une cause. Lui ou elle a pris cette cause pour des raisons qu'on ne pourra jamais connaître. Nous, on pourra les imaginer, on pourra les fantasmer, on pourra faire... Mais moi, je sais pas pourquoi mon cousin que j'aimais tant, avec qui j'ai vécu, un soir, il a bu une bouteille de whisky, il a attaché une corde, il s'est pendu. Je ne sais pas. Je sais pas. Et c'est pas grave de pas savoir. Par contre, il se résume pas à cet acte. Il n'est pas à cet acte. Il l'a fait, c'est indéniable, il l'a fait. Et alors? On sait maintenant, grâce aux travaux sur les EMI, que les gens qui se sont suicidés, il leur arrive exactement la même chose que les autres. Ils vont pas en enfer, c'est déjà pas mal. Et vous allez me dire, mais où ils vont? Ah, ils vont là où leur conscience les mène. Parce que nous, les êtres humains, on baigne dans la conscience. Et nous-mêmes, on est une bouteille dans la conscience de conscience. Quand la bouteille explose, on rejoint la conscience. Mais d'une certaine façon, suivant notre agilité à vouloir vivre certaines ou certaines autres choses. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que notre société pour dire, moi quand j'étais enfant, il fallait être docteur. Donc quand j'ai dit à ma mère, je veux faire un CAP, j'ai pris une claque. Feu François, je lui en veux pas, mais euh, depuis quand il y a des différences comme ça entre nous? C'est des différences sociales. Eh bien, c'est pareil pour la mort. Il y a des êtres humains qui vont choisir de vivre dans un ailleurs plutôt paisible, sans contact avec les êtres qu'ils aiment ici, ou presque. Puis d'autres, par contre, qui vont s'acharner. On est tous différents. Il n'y a pas de loi. C'est ça qui est beau. Il n'y a pas de loi. Il y a un amour. J'ai toujours aimé ce que disait le, le grand, le grand Galiléen. Ce qui est lié dans les cieux est lié sur terre, ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire que c'est la loi karmique, on l'appelle maintenant comme ça, parce qu'on utilise les mots orientaux. C'est-à-dire que plus vous liez les choses avec les êtres humains, et plus vous allez vous retrouver un peu dans la panade. Plus vous déliez les choses, vous les rendez juste respirables, ça va. C'est vos enfants. Bon, ils vous ont choisi. Bon, c'est déjà pas mal. Ce que vous avez à vivre avec eux, c'est beau. Et on vous aidera à le vivre. Parce que ce que vous avez choisi, vous, c'est dur. Et on vous aidera. Mais vous avez le droit de dire non au début, de dire moi tout seul. C'est la première chose que fait quelqu'un qui souffre terriblement. Parce qu'il a besoin de se retrouver à l'intérieur de lui, sans personne. Et c'est un droit. Et comment faire évoluer notre environnement pour que la mort d'un enfant ne soit pas réduite à sa cause? Ça concerne l'environnement, pas vous. Je ne suis pas responsable de ce que les autres comprennent.
Je fais de mon mieux. Ne vous acharnez pas à ce que les gens vous comprennent. Vous allez vous faire du mal. Des fois, un sourire vaut 1000 mots. Juste un petit sourire. Souvent, on veut que les autres nous comprennent parce qu'on a un élan de maîtrise. Un peu comme les professeurs. Vous vous rappelez quand on était à l'école, ils voulaient qu'on comprenne l'exercice, histoire de dire je t'ai bien maîtrisé, je t'ai bien, voilà. Maintenant, c'est bon. Puis il y avait des professeurs qui nous disaient, c'est pas grave. Et ils prenaient le temps. Je fais, je fais à la longueur de mes bras. Autorisez-vous à être ce que vous êtes tranquillement. Ce qui ne veut pas dire égoïste, hein. Vous, être soi-même, c'est souvent donner, c'est souvent offrir. C'est quand on n'est pas soi-même qu'on n'offre pas. On donne de la main gauche pour que la main droite prenne. Quand on est soi, ça va. Acceptez même votre pardon. Je sais que vous êtes comme tout le monde et que quand il y a un artiste qui vous plaît, qui est décédé, vous aussi, la question de quoi il est mort vient. C'est votre pardon. Elle existe. C'est pas parce que on vit des tragédies, des choses dystopiques qu'on n'a pas de pardon. On en a tous eu. Et là, en ce moment où le soleil bat son plein, on se met tous à l'ombre. Non? Oui. Vous tenez en plein soleil? Non, pas encore. Donc on se met à l'ombre. Mais c'est joli cette métaphore. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin de ce qu'on appelle l'adversaire, qui n'est pas un ennemi. C'est juste un adversaire qu'on puisse avancer. Comme un mur devant nous qui est posé et on doit être comme la petite souris, se dire, bon, par où je vais passer de l'autre côté. Mais quand on est devant un mur, c'est pas marrant, hein. Puis c'est ce que tu dis me fait penser aussi que euh, c'est cette part d'ombre, quand on arrive à la voir en soi sans se juger comme pour autant une mauvaise personne ou comme ayant de mauvaises pensées, elle existe chez les parents endeuillés. Elle existe forcément parce que la souffrance fait que cet adversaire, on en a besoin, ce bouc émissaire même, on en a besoin. C'est pour justifier peut-être d'être si mal et au début, on a vraiment besoin de ça et les parents entre eux, bah, parfois et je m'inclus dans la catégorie des parents, hein, je ne me mets pas hors de la catégorie, et ben, on va pas le dire. Mais dans un groupe de parole, quand on va entendre une maman qui va dire, «Moi, j'ai perdu mon bébé, à 8 mois de grossesse» et que soi-même, on a perdu son enfant, d'un cancer après l'avoir accompagné pendant 3 ans, et l'avoir vu souffrir et ben, même si on le dit pas, on va se dire: «Bah, quand même, c'est pas pareil. Moi, ce que j'ai vécu, comment elle peut, être si mal?» Et parfois on va avoir des jugements aussi parce que, bah, face au suicide, c'est plus fort que nous. C'est notre société qui nous formate à se dire: «Mais comment c'est possible?» Après la question de quoi est-il mort? On va dire: «Mais est-ce qu'il était dépressif?» On va Mm. vouloir creuser parce que c'est insupportable, parce qu'on a peur pour ses autres enfants. Moi, je me rappelle, quand Anne-Dauphine Julien, que beaucoup doivent connaître ici, après avoir perdu ses 2 filles, être un modèle de résilience et être regardée par la plupart des parents endeuillés comme un exemple. Et puis on apprend que son fils, la veille de ses 20 ans, se suicide. Tous les parents du Point Rose ont tous eu peur pour moi la première, pour nos autres enfants, en se disant:
Ouais, mais ça peut leur arriver, ce que tu disais de la peur, tout de suite, on a eu peur. On s'est dit, mais est-ce on n'est pas en train de passer à côté de nos autres enfants? Et puis les parents qui n'ont qu'un enfant et qui perdent cet enfant unique. Dans la croyance, parce que souvent la question, c'est pas de quoi est-il mort, c'est: «Vous avez d'autres enfants?» «Oui». Mm. «Ouf, alors ça va». Mais vous avez pas d'autres enfants? Alors là, la personne en face, elle sait pas quoi dire parce que c'est: «Ah, vous êtes jeune, vous pouvez en faire d'autres, un autre». Mais si la personne, elle est pas jeune, alors là, c'est la panique. Et face à ça aussi, beh, les parents qui ont perdu un enfant unique, pour moi, me bouleversent parce qu'il y a ceux qui se définissent vraiment comme ça, en disant: «Beh, j'ai perdu un enfant, c'était mon seul enfant». C'est systématique. Ils vont toujours dire ça en même temps qu'ils vont dire qu'ils ont perdu un enfant. Et puis je connais des parents qui ont perdu un enfant unique, qui ne le disent jamais. Et ça Mm. m'interpelle parce que je me dis: «Tiens, donc ça veut dire que la même expérience, comme tu le dis, on peut pas la comprendre». Même entre 2 mamans ou papas qui ont perdu leur enfant unique, et ben ils vont se regarder comme, des étrangers en disant: «Mais non, moi je vis pas du tout la même chose». Donc ça aussi, c'est peut-être ça la part d'ombre dont tu parles, d'aller voir, nos propres auto-jugements ou jugements qu'on va un peu refouler, mais qui s même nous, on n'arrive pas à ne pas les avoir, ces jugements. C'est ça la part d'ombre dont tu parles? Oui, c'est que le, le travail qui est demandé, le rêve, j'en ai marre du mot travail, le rêve qui est demandé à tous les êtres humains, c'est de cesser de bavarder à l'intérieur de lui, de vivre, de cesser de commenter sa vie, de cesser de tirer des conclusions de ce qui est vu, entendu, éprouvé, et de simplement se dire, ceci concerne mon rapport à la vie et non pas le rapport à la vie. C'est pas la même chose. C'est extrêmement important. Il y a Mireille qui nous écrit, je suis souvent en colère de voir que les autres ne me comprennent pas. Cela fera juste 1 an que mon fils est mort. Je trouve que les gens se sont vite retournés à leur vie. Malgré leurs mots, on pense à toi. Vos mots vont me permettre d'avancer, de ne plus chercher à m'expliquer. Oui, en fait, il n'y a pas de question, je suis con. Mais enfin, il y a quelque chose qui est important qui est dit par Mireille, c'est que quand on n'est pas compris, on est en colère. C'est fou, ça. Mais même dans un couple, quand l'autre ne vous comprend pas, il a le droit et tout, hein, il est, je sais pas, il faut autre chose, ça nous met en colère. Et peut-être on a un petit rêve là à faire et se dire, bah, il comprend pas, c'est pas grave. Mais on est tellement pressé tout le jour dans nos vies. Et là, ceux qui vivent avec moi pourraient vous témoigner de combien de fois je suis un garnement. Et avec mon chihuahua, pareil. Des fois, elle a des attitudes, je comprends pas. Et donc, je vois ma cervelle qui colle mes mots humains sur ses comportements à elle. Mais fondamentalement, j'en sais rien. Je fais pas l'expérience, moi, de Zézette. Ça s'appelle Zézette. Eh bien, c'est peut-être pareil avec un défunt. Je vois beaucoup de choses sur Internet où on colle nos vies à celles des défunts. On essaye de nous faire croire qu'ils vivent des choses analogues à ce qu'on vit ici. Soyons juste sages et permettons-nous de dire ils vivent des choses que je peux comprendre et d'autres qui me sont encore inconnues. Et je pense que là, vous allez taper dans quelque chose qui est un petit peu plus juste, notamment au niveau du temps. La notion du temps chez nous, donc
en Occident, vous voyez, c'est même pas toute la Terre, c'est en Occident. Elle est avec nos horloges à pile atomique pour être sûr que la seconde soit géniale, mais c'est pas nos vies, ça. Et les Africains ont raison de se foutre de notre gueule de temps en temps. Ils disent, moi j'ai le temps, toi t'as la montre. Qu'est-ce qui nous a pris d'arrêter d'être dans la temporalité pour être dans le temps mécanique? Pourquoi on a quitté un Dieu bon qui est Kairos, qui est l'instant, pour aller vers Chronos qui mange ses enfants? Qu'est-ce qui nous a pris? Et si la mort de mon enfant, c'était un des déclics pour me dire, arrête, arrête tes conneries. Mais il l'impose pas aux autres. Arrête juste toi et découvre-toi ce que tu as à découvrir à la hauteur de ce que tu es. Car ce que tu es, c'est le plus beau qui est au monde. Ça sert à rien d'imiter un autre. Ça sert à rien. Ça sert à rien de suivre une norme sociale. Par contre, respirer sa propre vérité, ça peut nous donner quelque chose de l'ordre de l'amplitude de ce que pourrait être la vérité. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. On sait ce qu'est le vrai, c'est déjà pas mal, et le faux. La vérité, un peu comme la liberté. On aimerait tous être libres, mais pas trop. Eh bien, je pense que de quoi est-il mort? C'est la dernière chose qu'il va nous dire quand on va le rencontrer, quand on va mourir. Vous allez mourir, enfin, vous savez. Vous le savez intellectuellement ou vous le savez là? Là, un jour, tous les liens que vous avez vont se dissoudre et vous allez les confectionner encore plus beaux. Ben, il me reste à vous remercier infiniment. Merci beaucoup, Eric. Merci pour tes mots très réconfortants, éclairants comme toujours et qui vont certainement cheminer dans nos têtes, dans nos cœurs. Et merci d'être toujours là avec nous depuis toutes ces années. Et on a énormément d'ailleurs de témoignages de personnes qui nous disent de te remercier de tes contributions pour les aider. Enfin, ça nous aide nous, mais ça fait cheminer bien plus que nous. Et donc, merci de nous permettre de partager tes conférences au plus grand nombre. C'est le minimum à offrir devant ce que vous m'avez donné. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, bonsoir.